Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à la VAE et dédié plus spécifiquement à l'expérimentation REVA. Vous êtes à peu près une centaine de participants à ce webinaire et nous vous en remercions. Nous tenons à saluer nos confrères du rectorat et de Pôle emploi présents en nombre aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Seguin et je suis chargé de mission au C2RP, le Cariforef des Hauts-de-France. Avant de débuter et afin de permettre aux derniers participants de nous rejoindre, je tenais à vous indiquer que le support de présentation était d'ores et déjà disponible. Vous pouvez dès maintenant le télécharger via la petite icône en forme de nuage située en haut de votre écran. Vous pouvez également la retrouver via l'onglet A2PPS en bas. Et vous disposez également d'une fonctionnalité vous permettant de poser des questions. Un temps d'échange avec les intervenants vous sera proposé en fin de rencontre. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire consacré à la VAE. Comme vous le savez, la VAE fait beaucoup de parler d'elle en ce moment. Après les 20 ans du dispositif, la VAE entame sa mue. Et cette mutation s'est notamment traduite par la publication au journal officiel le 22 décembre dernier de la loi portant sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail et en vue du plein emploi. Et ce projet de loi introduit de nombreuses nouveautés en matière de VAE, comme la création d'un service public de la VAE, ou encore des éléments en faveur de la simplification du parcours. Vous retrouverez, si vous le souhaitez, un article détaillant l'ensemble de ces mesures sur le site du C2RP. Donc, comme je vous indiquais, la VAE est en mouvement et conjointement à ces nouveautés réglementaires, l'expérimentation REVA accompagne cette réforme et contribue également à préfigurer l'avenir du dispositif. Voici pour ces quelques mots de contexte. Nous allons maintenant passer nous allons consacrer ce webinaire à l'expérimentation REVA et nous avons préparé ce temps d'information dans le cadre de l'animation régionale de la VAE portée par le C2RP en collaboration avec les certificateurs VAE des Hauts-de-France. Et nous avons à ce titre la chance d'avoir 5 intervenants, donc à la fois des certificateurs associés à l'expérimentation REVA, mais aussi spécificité de ce nouveau webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir une représentante de Pôle emploi. Nous souhaitons en effet aujourd'hui nous adresser plus spécifiquement au relais, aux possibles prescripteurs de cette expérimentation. Et donc nous accueillons ce matin Madame Chantal de Kerle, Madame Mina Abki, Madame Christine Mayor, Madame Béatrice Roland et Monsieur Nicolas Seinen. Chantal, Mina, Christine, Béatrice, Nicolas, comment allez-vous? Très bien, merci Sébastien. Ça va bien, merci Sébastien. Bonjour. Bien Sébastien, merci. Un grand merci à vous, merci pour votre participation et votre contribution à l'organisation de ce webinaire. Je vais maintenant vous laisser la parole afin que vous vous présentiez vos missions et le rôle plus particulier de votre organisme dans le cadre de l'expérimentation REVA. Chantal, à vous l'honneur. Merci Sébastien. Donc, bonjour à tous et un grand merci pour l'intérêt porté donc à REVA. Donc, en tant que responsable de projet et certification, au sein donc de l'AFPA, Direction régionale Hauts-de-France, l'une de mes missions est d'être en appui et d'animer le réseau des référents VAE en partenariat, bien sûr, avec notre certificateur qui est le ministère du Travail, en relation aussi avec les DREDS et DETS. Donc, après une première participation à l'XP REVA 1 en tant qu'accompagnateur sur le DE-AES, je suis pilote régional pour l'XP REVA numéro 2, en collaboration bien sûr permanente avec les architectes de parcours et accompagnateurs pour les 3 titres professionnels du ministère du Travail qui sont donc assistante de vie aux familles, agent de service médico-social et responsable coordonnateur service au domicile. Voilà pour ma partie. Merci Chantal. Comme je vous l'évoquais, on a la chance d'avoir donc une représentante de Pôle emploi par le biais de Madame Mina Abki. Bonjour Mina. Oui, bonjour. Donc voilà, aujourd'hui Mina Abki, je suis la référente régionale VAE pour la région des Hauts-de-France, donc au sein de Pôle emploi. Comme Chantal, je suis donc en appui au réseau sur la thématique VAE, mais au sens plus large. Et donc, le chargé de projet, dès qu'il y a un déploiement en lien, bien évidemment, avec la VAE, dans REVA.
et Pôle emploi, par rapport à cette expérimentation REVA, informe et oriente les demandeurs d'emploi qui sont dans la cible de l'expérimentation REVA. Voilà, je passe le relais à Christine. Merci. Merci Mina, bonjour. Alors Christine Mayer, donc chargée de mission au service emploi et formation professionnelle de la DRETS. Donc je suis là à 2 titres pour représenter le ministère du Travail, à la fois en tant que certificateur et à la fois effectivement en tant que pilote national sur l'animation donc de cette expérimentation REVA. Bonjour à tous. Béatrice Roland, responsable du dispositif académique de validation des acquis de Lille, donc pour le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et dans le cadre de l'expérimentation REVA, les équipes en Hauts-de-France sont architectes de parcours et accompagnateurs pour les 2 certifications du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, donc le Bac Pro accompagnement, soins et services à la personne sur 2 options, à domicile et en structure, et le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Merci Béatrice. Et enfin, le dernier intervenant, Nicolas. On est sur les starting blocks. Ouais. Bonjour, donc Nicolas Sanen, chef du service des formations sociales et paramédicales. Et donc, c'est également ma 2e expérience REVA, puisque j'étais intervenu en tant que certificateur sur le DES avec l'AFPA, comme Chantal le précisait tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, toujours sur les formations sociales, avec toujours le DEAES et le DE technicien d'intervention sociale et familiale, et le CAFERUS également, qui sont venus se rajouter sur ce 2e épisode. Merci à tous. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, et afin de vous présenter plus en détail cette expérimentation, je vais laisser la parole à Christine pour vous présenter un petit peu le contenu de cette expérimentation. Oui, merci. Du coup, juste quelques petits mots introductifs pour contextualiser un peu cette expérimentation. C'est vrai qu'en 2020-2021, donc le Haut Commissariat aux compétences avait fait le constat d'une faible mobilisation du dispositif VAE au national. Et donc, 3 experts ont été mandatés, questionnés sur les raisons de ce constat. Qui ont rendu un rapport et donc faisaient état de des choses que vous connaissez certainement dans le cadre de vos accompagnements, mais donc d'un dispositif qui était assez lourd pour les candidats, qui pouvait être trop long, trop chronophage, peut-être pas suffisamment accompagné, voire quelquefois trop coûteux également pour les candidats. Donc, suite à ce constat, une première expérimentation en fait a eu lieu donc à partir d'octobre 2021 jusqu'à 2022 sur une petite cohorte de 150-200 candidats et sur 7-8 certifications. Cette première expérimentation, comme l'a dit Sébastien en introduction, a donné lieu a permis en fait d'enrichir la loi du 21 décembre portant sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Et donc, on pourra vous proposer, vous pourrez retrouver sur le site du C2RP une communication plus approfondie lorsque les décrets d'application seront parus. Et donc, cette fois-ci, nous entrons donc dans une seconde phase d'expérimentation. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle REVA 2. Et donc, cette fois-ci, donc, on embarque l'ensemble des certificateurs sur l'ensemble du territoire national avec une branche professionnelle. Et donc, effectivement, on va être sur une démarche qui vise du coup à simplifier l'accès à la VAE, à personnaliser l'accompagnement de ce parcours. Voilà, merci. Et du coup, avoir aussi à tendre vers une démarche et un financement qui soit complètement pris en charge au maximum et en tous les cas qui soit fluide pour les candidats. Donc, juste pour petit rappel, donc la VAE effectivement permet d'obtenir une certification en faisant valoir son expérience acquise.
soit en qualité de salarié, d'indépendant, de bénévole, ou encore d'un service civique, d'un mandat électoral ou syndical. Voilà, et donc on obtient un vrai diplôme, puisque c'est encore des choses qu'on peut éventuellement entendre. On obtient le même diplôme que si on avait suivi la formation. Et comme Sébastien le soulignait tout à l'heure, donc cette expérimentation va accompagner les réformes réglementaires, voilà, et préfigurant le nouveau dispositif de la VAE. Donc, à qui s'adresse cette expérimentation? On est sur 3 publics cibles, les salariés du privé, les demandeurs d'emploi et les aidants familiaux. On est cette fois-ci, donc c'est sur ce deuxième volet d'expérimentation, sur un objectif de 3 000 à 3 500 parcours qui seront financés et accompagnés jusqu'à juin 2023. Et on est toujours en fait sur les certifications qui sont en lien avec le domaine de la dépendance, de l'autonomie, service à la personne, santé petite enfance, qui vous seront détaillés pendant le webinaire. Alors, je voulais juste faire aussi pour terminer, vous expliquer aussi la philosophie en fait de cette expérimentation, puisque elle est menée sous l'égide du ministère du Travail, mais également menée par beta.gouv. Qui est une start-up d'État et donc cette expérimentation est menée sous modèle agile, ce qui veut dire qu'on évolue et on avance en marchant. Donc, on a posé les grandes lignes au démarrage de ce dispositif, mais en fait, voilà, tout peut évoluer pendant donc les 6 mois à venir, donc au mois de juin. L'objectif, effectivement, d'avancer en marchant et de proposer de faire remonter les points de blocage et de pouvoir les lever au fur et à mesure sans attendre la fin de l'expérimentation. Donc voilà, c'était important de vous dire ça aujourd'hui en démarrage, parce qu'effectivement, ce qu'on vous présente là en début d'après-midi peut être amené à évoluer en fait en fonction de ce qui pourra être remonté. Et donc, on vous invite à nous faire remonter aussi, à faire remonter via vos hiérarchies, vos réseaux, les points de blocage éventuels pour nous aider à enrichir cette expérimentation et à lever les points de blocage. Voilà, donc je vais laisser mes collègues intervenir et vous présenter cette expérimentation. Merci Christine. Donc Reva, pour rappel, c'est une expérimentation qui vise à proposer un parcours VAE simplifié, accéléré et sur mesure. Donc l'expérimentation Reva concerne un ensemble spécifique de métiers. C'est cela, Béatrice. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Bien sûr. Alors, comme le disait Christine, on est sur une expérimentation. Alors, les métiers du care, autonomie, je dirais l'accompagnement des personnes. Alors, l'entrée, c'est la certification, mais on a souhaité dans le webinaire quand même vous donner une idée des métiers qu'exercent les personnes qui ont obtenu ou qui obtiendraient les certifications qui vont vous être présentées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour avoir quand même un panel accompagnant éducatif social, technicien de l'intervention sociale et familiale, aide auxiliaire de puériculture, on n'est pas sur l'auxiliaire de puériculture, les personnes qui aident à domicile, les accueillants familiales, l'accueillant familial, oui, une petite erreur, l'auxiliaire de vie scolaire, l'accompagnant de personnes fragilisées, handicapées, l'assistante de vie, l'assistant ménager, garde d'enfants à domicile, donc les métiers qui sont effectivement en lien avec l'aide, l'agent de service hospitalier, l'agent hôtelier, l'agent de service hébergement, le responsable de secteur d'aide à la personne, responsable de service de maintien à domicile, coordonnateur de secteur, encadrant de proximité et coach d'équipe. Alors, l'idée, c'est vraiment pour vous, professionnels, d'avoir une idée des métiers. Cette personne, elle peut se présenter à vous avec peut-être des activités en lien avec ces métiers et permettre donc à ces candidats à la VAE ou non, mais vous allez peut-être repérer dans le parcours du candidat je dirais l'intérêt d'entrer dans la démarche, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique pour les certifications qui vont vous être présentées. Merci Béatrice. Merci. Donc le ministère du Travail et le Haut Commissaire aux compétences ont retenu 19 certifications pouvant être obtenues via Reva.
Et je vais me tourner vers Nicolas pour la présentation de ces certifications. Oui, merci. Donc, effectivement, pour accéder à ces métiers, les certifications concernées, comme vient de le dire Sébastien, 19. Alors, on a 3 certificateurs présents aujourd'hui, mais il y en a également d'autres. Donc, on a le Bac Pro A2SP, accompagnement, soins et services à la personne, le CAP, accompagnant éducatif petite enfance, le diplôme d'État accompagnant éducatif et social, le diplôme d'État technicien intervention sociale et familiale, le CAFERUIS, les titres pro assistant de vie aux familles, agent de service médico-social, responsable coordonnateur service à domicile. On a également des titres donc de l'agriculture, surveillant visiteur de nuit en secteur social et médico-social, conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite. On a également des certifications d'Hyperia, employé familial, assistante maternelle, garde d'enfants, assistante vie dépendance. Sur d'autres régions, alors là, on est sur hors périmètre de France, il y a le diplôme d'État aide-soignante, diplôme d'État auxiliaire de puériculture. Également le bac pro service aux personnes et territoires, le CAPA service aux personnes et ventes en espace rural, et il y a également le BUT carrière sociale. Et donc, comme l'indiquait Christine, un point important, une certification obtenue par la VAE et donc dans le cadre de l'expérimentation REVA, possède bien évidemment, mais des fois il est bon de le rappeler, la même valeur qu'une certification obtenue en suivant une formation. Parfait, merci Nicolas. Donc les certifications visées sont bien celles qui exercent dans le domaine de la dépendance, de l'autonomie, du service à la personne, de la santé et de la petite enfance. Nous allons passer maintenant en revue les atouts de l'expérimentation. Donc les atouts sont nombreux et nous les avons répartis en 3 catégories. D'une part, la rapidité du parcours, sa simplicité, mais également l'accompagnement sur mesure personnalisé qui est proposé aux candidats. Et je vais laisser à Chantal le soin de nous présenter un peu les points forts de REVA. Donc, en effet, Sébastien, comme tu le disais, donc des atouts nombreux, mais surtout 3 grands points forts, à savoir donc la rapidité, la simplicité et le sur-mesure. Alors, en quoi, en fin de compte, pouvons-nous parler d'un processus accéléré? Donc, tout simplement parce que la durée maximale du parcours oscille entre 6 à 8 mois maximum, avec un premier rendez-vous sous 8 jours ouvrés suite à une prise de contact sous 48 heures à réception de la candidature sur le site REVA. La décision de recevabilité est prononcée dans les 8 jours après la réception de la demande, donc c'est vraiment un délai beaucoup plus court. Un premier rendez-vous avec l'accompagnateur doit se tenir sous 8 jours après la transmission par l'architecte de parcours de la candidature. Et enfin, donc l'organisation du passage devant le jury est planifiée dans le mois suivant le dépôt du dossier. Donc vraiment, voilà un processus accéléré. En deuxième atout, simplicité du processus. Donc, quel que soit le certificateur, le candidat va s'inscrire sur une plateforme unique après avoir choisi son diplôme ou son titre, tout simplement en enseignant 4 points qui sont donc le nom, le prénom, le téléphone et le mail. Donc, il n'y a plus besoin de compléter le CERFA utilisé qui est le 12818 et plus besoin de fournir des preuves d'expérience. Donc, un parcours clé en main qui intègre à la fois la gestion et la prise en charge financière unique du dossier du candidat. La prise en charge est gérée bien sûr par l'architecte du parcours. Là aussi, c'est un grand soulagement pour le candidat. Et dernier atout, l'accompagnement sur mesure, personnalisé, innovant, renforcé, qui peut être réalisé par l'architecte de parcours ou par un accompagnateur. Donc, par la co-construction notamment d'un parcours modulaire hybride. Hybride dans la mesure où il est à la fois un mixte de l'accompagnement méthodologique qu'on connaît habituellement et de formation en complément. En dernier point, la reconnaissance de compétences transversales qui est également très appréciée des employeurs. Donc, à titre d'exemple, par exemple, pour le titre ADVF, on peut avoir donc une compétence qui serait donc adopter un comportement orienté vers l'autre, donc qui serait validée. Donc, pour la partie accompagnement, donc l'accompagnateur va aider le candidat à identifier ses compétences transversales
et notamment les plus importantes pour le métier visé et surtout lui préciser le niveau qui est attendu pour qu'il se prépare et mette ses compétences en valeur. Voilà, donc vraiment des atouts très, très forts pour le... Merci beaucoup, Chantal. Donc, passons dorénavant aux modalités de déploiement de REVA à l'attention des demandeurs d'emploi. Et donc, comme évoqué en introduction, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Mme Mina Apki en qualité de référente régionale VAE. Mina, vous allez nous éclairer sur le statut du candidat durant cette expérimentation, sur sa rémunération, mais également sur l'éventuelle prise en charge des actes formatifs. Merci Sébastien. Donc, comme ça s'était dit tout à l'heure, donc là, dans le cadre, et c'est uniquement dans le cadre de cette expérimentation, que ce que je vais aborder est valable. Hein. Donc, ce n'est pas pour tous les parcours de VAE. C'est vrai que c'est une révolution. Donc, mais je tiens vraiment à le repréciser. Hein. C'est ce qui n'est dit là, c'est que dans le cadre de REVA. Donc, il a été acté donc que pour pour cette expérimentation, pardon, le candidat demandeur d'emploi qui intègre le dispositif REVA aura un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Donc, ce statut, donc, lui est attribué dès le début de l'accompagnement. En fait, après, c'est pas le premier rendez-vous avec l'architecte de parcours, c'est le premier rendez-vous dont vous parlez tout à l'heure, Chantal, le rendez-vous à 8 jours. Donc, c'est ce rendez-vous-là qui actera donc le début de l'accompagnement. Et ce sont des dates qui nous sont bien évidemment transmises par Eva via l'architecte de parcours. Donc, ce statut donc est attribué au début de l'accompagnement, après donc le premier rendez-vous par l'architecte de parcours, et donc durera 6 ou 8 mois en fonction donc du besoin du candidat. Et ce qui a été acté avec l'architecte de parcours. Donc, ce statut de stagiaire de la formation continue donc est valable durant tout l'accompagnement, hein, donc jusque jury, et donc en tenant compte bien évidemment des dates actées entre le candidat et l'architecte de parcours. Le candidat n'a rien à faire, il n'a pas à se rapprocher de son pôle emploi pour acter ou faire les démarches nécessaires pour qu'il puisse avoir ce statut-là et donc être pris en charge. Ça se fait en back-office et donc c'est REVA qui nous transmet via l'architecte de parcours, bien évidemment les entrants dans le dispositif avec les dates, et ça se fait par nos services dédiés. Donc, à partir du moment où le candidat a reçu dans son espace personnel, donc l'attestation qui a été traitée en back-office, l'attestation d'entrée dans l'expérimentation, donc en stage, donc il pourra donc actualiser son statut lors de son actualisation en mettant bien qu'il est en formation. En cas d'abandon, le stagiaire doit simplement donc signaler l'arrêt de l'accompagnement pour qu'on nous puissions arrêter, bien évidemment, la prise en charge de la rémunération et son statut de stagiaire de la formation continue. Donc, alors, il y a plusieurs cas de figure concernant la rémunération. Donc, concernant les bénéficiaires, on a d'abord les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Donc, les personnes qui sont bénéficiaires d'une ARE, de l'allocation retour à l'emploi. La rémunération donc est liée à la prestation de l'accompagnement, donc est calée sur cette période-là. Le candidat donc bénéficiera pour donc le candidat qui est en ARE bénéficiera de la REF jusqu'à la fin de son accompagnement. Donc, si je prends un exemple, un demandeur d'emploi qui a démarré son accompagnement à compter du 1er janvier, ses droits couvrent
toute la période de son accompagnement, les 6 et les 6, 8 mois, donc il aura de la REF. Si son ARE ne peut couvrir, et donc la REF ne peut couvrir que les 4 premiers mois de son accompagnement, à supposer qu'il soit par exemple de 6 mois, il aura, pour les 2 mois restants, il aura de la RFPE, donc la rémunération de formation Pôle emploi. Ça, c'est pour les personnes qui sont indemnisées en ARE. Pour les candidats qui sont non indemnisés, donc les allocataires RSA ou bénéficiaires de l'ASS ou de l'AH, les candidats pourront bénéficier de la rémunération donc des formations de Pôle emploi, de la RFPE, à taux plein. Et puis, il y a une spécificité pour également cette expérimentation REVA. Donc, il y a une aide complémentaire pour les personnes qui ont des enfants et qui sont tenues de faire garder leurs enfants pour pouvoir suivre l'accompagnement. Ils pourront bénéficier de la GEPI. Donc, concernant la prise en charge des actes formatifs, comme on le disait tout à l'heure, il peut y avoir un besoin de formation donc en amont de la session d'examen, donc préconisé par l'architecte de parcours. Et donc, ces formations-là, bien évidemment, ils ont un coût. Donc, les actes formatifs, formation complémentaire, donc sont pris en charge pour les candidats. Là, je parle bien pour les candidats ayant un niveau inférieur ou égal au bac. Donc là, il y a une prise en charge, pas par Pôle emploi, mais par Uniformation qui est le financeur, enfin qui a été désigné pour gérer le financement de cette expérimentation. Et ou s'il relève de publics spécifiques pour les bacs, pour le public qui a un diplôme supérieur au bac. Donc, pour le public qui a un diplôme inférieur ou égal au bac et qui est bénéficiaire des minima sociaux, RQTH ou demandeur d'emploi de plus de 12 mois, donc il y a une prise en charge des actes formatifs, comme tout à l'heure, comme je vous le disais tout à l'heure, par Uniformation. Voilà. Et puis le public relevant d'un bac qui a un niveau supérieur au niveau bac, mais qui est bénéficiaire des minima sociaux RQTH ou demandeur d'emploi depuis 12 mois. Donc lui, il y a également une prise en charge des actes formatifs. C'est ce critère-là, la deuxième catégorie de public spécifique. Donc pour ce public spécifique, peu importe le niveau d'études, il y a bien une prise en charge des actes formatifs. Très bien, merci Mina. Je vous rappelle qu'un temps de questions-réponses est prévu en fin de webinaire, donc vous pouvez nous faire parvenir dès à présent vos questions dans l'emplacement questions prévu à cet effet. Mina, vous souhaitiez rajouter quelques éléments ou c'est bon pour vous? Non, je n'avais pas, enfin là pour le moment, non, j'ai pas d'autres éléments à ajouter. On verra en fonction des questions que nous aurons sur le chat. Entendu, merci. Merci. Donc, pour revenir davantage sur une des notions fortes de REVA et plus spécifiquement sur la notion d'accompagnement proposé, nous vous proposons de voir plus en détail la façon dont l'accompagnement se traduit. Donc, l'expérimentation propose un accompagnement personnalisé via 2 acteurs clés qui sont les architectes de parcours et les accompagnateurs. Béatrice, est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle de ces 2 acteurs clés de l'expérimentation? Alors, comme le précisaient mes collègues, c'est vrai qu'on a au démarrage de cette expérimentation un acteur clé, on va dire, puisque c'est l'architecte de parcours qui va prendre contact avec le candidat. Le candidat se sera inscrit via la plateforme REVA. L'architecte de parcours contacte le candidat, prend rendez-vous avec lui. Et le rôle de l'architecte, c'est de mesurer l'écart entre le profil du candidat et son projet de certification. Est-ce que la personne, elle a bien choisi la certification? Alors, on est sur les 19 certifications dont on parlait Nicolas tout à l'heure. On n'est pas sur l'ensemble des diplômes proposés dans le cadre d'une VAE habituelle. On est bien dans le cadre de l'expérimentation.
Le rôle de l'architecte de parcours aussi, c'est de recenser les informations au niveau du parcours et de réaliser une étude de faisabilité et d'adresser au certificateur les documents qu'il aura compilés pour que le certificateur puisse prononcer ou non la recevabilité du projet. L'architecte de parcours, une fois qu'il aura validé donc la certification, obtenu la recevabilité, va co-construire avec le candidat un parcours incluant des actes formatifs, comme l'a précisé Mina au niveau des financements, la possibilité de réaliser un parcours CLEA pour l'usage des numériques ou une immersion professionnelle, parce que l'architecte de parcours s'est rendu compte que la personne a peut-être exercé son activité dans un contexte particulier et qu'il lui manque une expertise dans un autre contexte. Et l'architecte dans le parcours, naturellement, ce parcours qu'on construit, je dirais, crée avec le candidat une feuille de route. Là, on est sur l'amont du parcours. La partie financière, comme le disaient aussi mes collègues, est assurée, la gestion de tout le dossier au niveau financier est assurée par l'architecte de parcours, puisque ça, c'est aussi un frein, un petit peu dans la logique des parcours actuels, c'est que la personne, elle se retrouve confrontée à différents acteurs pour le financement, alors que là, c'est le rôle de l'architecte de parcours. Alors là, on est en amont, pendant le parcours, et à la fin du parcours, si on était sur une validation partielle ou même une validation, on va dire que l'architecte de parcours est encore présent auprès du candidat pour assurer l'entretien post-jury et définir avec lui un plan d'action. On est vraiment sur un acteur qui va accompagner le candidat tout au long du parcours. On était peut-être plus sur un accompagnement à partir du moment où on était on va dire dans la prestation d'accompagnement du dossier, alors que là, le rôle de l'architecte, c'est vraiment tout au long du parcours. Merci. Le rôle de l'accompagnateur, c'était pour moi aussi. Je ne l'avais pas noté, mais c'est bien, je vais le prendre aussi. Alors, l'architecte est tout au long du parcours et je dirais, permet au candidat d'être accompagné pour la prestation d'accompagnement du dossier de validation. Alors, il établit une proposition, mais c'est l'accompagnateur qui va voir avec le candidat la planification, l'accompagnateur qui va aider à la rédaction, préparer au jury. Et l'objectif de l'accompagnateur, c'est vraiment de mettre en avant, comme le disait Chantal, pas simplement les compétences en lien avec la certification, mais aussi toutes ces compétences transversales avec l'exemple qu'a donné Chantal. Et l'accompagnateur, en plus de l'architecte de parcours, a ce rôle de veiller à l'assiduité du candidat, puisqu'on est sur un parcours qui est quand même écourté. On est sur 6-8 mois maximum. Ça fait qu'on est dans l'expérimentation depuis le mois de septembre. Là, dans l'idéal, ça serait que les candidats puissent intégrer l'expérimentation avant le mois de juin. Ça fait que autant l'architecte de parcours que l'accompagnateur sont là pour vraiment accompagner le candidat et maintenir sa mobilisation tout au long du parcours. Merci Béatrice. Alors Christine, je me tourne vers vous. Quelles sont les modalités de financement de cette expérimentation ? Alors, comme on l'a présenté donc depuis le début, effectivement, la philosophie de cette expérimentation, c'est de permettre un parcours beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple pour le candidat. Donc, l'idée, c'était de faire appel donc à Uniformation pour bénéficier d'un financement unique. Donc, quel que soit le statut du candidat, de sa convention collective, de son lieu d'habitation. Donc, je vous le rappelle, les publics cibles étant les demandeurs d'emploi, mais pas que, les salariés du privé ou les aidants familiaux. Donc, quelle que soit la catégorie dans laquelle se trouve le candidat, l'architecte de parcours lui proposera le financement et ira, en fait, organisera le financement pour le candidat. Donc, comme c'est reprécisé, effectivement, le seul interlocuteur sur ce sujet-là pour le candidat, c'est l'architecte de parcours. Donc, qui proposera un accompagnement, comme l'a présenté Béatrice, du début jusqu'à la fin et même après le passage du jury, donc avec la possibilité de faire un point sur ce qui a été, n'a pas été et comment peut s'organiser en fait la préparation et voire l'accompagnement pour aller jusqu'à l'obtention du diplôme de manière totale. Et donc, on a un accord de prise en charge qui est également accéléré.
avec une réponse attendue donc, dans les 48 heures suivant la demande, faite par l'architecte de parcours. Et cette prise en charge, donc voilà, selon les statuts, comme l'a présenté aussi Mina tout à l'heure, les niveaux de diplôme, etc., il y aura la possibilité de prendre en charge des actes de formation supplémentaires. Là où l'architecte de parcours et l'accompagnateur pourront voir une petite faiblesse et une nécessité de monter en compétence sur tel ou tel module. Voilà. Merci Christine. Donc nous avons vu les atouts et les forces de cette expérimentation, notamment les conditions de prise en charge des candidats en recherche d'emploi et leur accompagnement. Nous allons dorénavant rentrer davantage dans les aspects pratiques et concrets de REVA en vous détaillant un petit peu le parcours d'un candidat. Et pour cela, je vais laisser la parole à Chantal. Alors, donc, le parcours en 6 grandes étapes, comme indiqué, là, pour la première, donc des étapes clairement définies. La première qui est l'inscription en ligne, donc très simple. Le candidat va sur le site reva.beta.gouv.fr, sélectionne le titre ou le diplôme visé et il va donc renseigner ses coordonnées, à savoir nom, prénom, numéro de téléphone et mail. 4 champs. À partir de là, il va recevoir un lien pour compléter sa candidature, notamment au niveau de ses expériences. Date de début, durée, descriptif des activités, et il va valider. Ce qui nous fait passer donc à la deuxième étape, qui est la co-construction du parcours, qui se fait bien sûr avec l'architecte de parcours. La co-construction du parcours consiste tout simplement à confirmer la voie de la VAE, étudier la faisabilité de la certification qui est visée par le candidat, identifier les besoins d'accompagnement méthodologique en individuel et aussi en collectif, identifier aussi d'éventuels compléments de formation ou d'immersion professionnelle. Une fois ces différentes étapes réalisées, le candidat va valider son parcours en accord avec l'architecte de parcours. Et nous passons donc à la troisième étape, qui est l'étape de recevabilité et de contractualisation de l'accompagnement. Donc, comme déjà évoqué, la recevabilité est prononcée sous 8 jours, donc un délai très court. L'architecte de parcours, en concertation avec le candidat, définira un planning de rendez-vous, bien sûr en fonction de sa disponibilité. Après 1 à 2 mois d'accompagnement, le candidat, avec l'accompagnateur, définira une date de dépôt du dossier d'expérience, ce qu'on appelle aussi livret 2 ou dossier professionnel. En quelques mots simples, c'est établir la feuille de route opérationnelle du candidat. Étape, contact, le planning, et l'architecte donc peut faire également la demande à partir de là, faire la demande de prise en charge financière. Alors, nous sommes arrivés à la 4e étape qui est la phase de l'accompagnement. Le candidat, avec l'appui de l'accompagnateur, va rédiger donc son dossier d'expérience, réalise ses besoins des formations complémentaires ou des immersions, va se préparer au passage devant le jury. L'accompagnateur recueillera également 1 à 2 mois, comme je l'ai cité juste avant, après le début de l'accompagnement, une date de dépôt prévisionnel du dossier d'expérience de manière à transmettre ces éléments à l'architecte de parcours qui reconfirmera donc à l'accompagnateur la date de la session d'examen du passage devant le jury. Et l'accompagnateur informera le candidat. La 5e étape, qui est donc le passage devant le jury, le candidat présente ses expériences afin de permettre au jury de vérifier ses compétences et ou, si le candidat vise un titre professionnel, il sera amené à faire la démonstration de ses compétences au travers d'une mise en situation professionnelle reconstituée, c'est-à-dire comme s'il était au travail, et il échangera ensuite avec le jury. Enfin, pour la dernière étape, dans le cadre d'une validation partielle ou d'un échec, comme le citait tout à l'heure Béatrice, le candidat sera reçu par l'architecte de parcours pour définir le plan d'action à mettre en œuvre afin de poursuivre bien sûr son objectif qui est donc la validation du diplôme ou du titre professionnel visé.
Donc, ce qu'on peut dire après ces 6 étapes, c'est que c'est vraiment un processus très clair, simple pour l'architecte de parcours, pour le candidat et pour l'accompagnateur. Donc, sur une durée maxi de 8 mois. Voilà. Merci Chantal. Je vous en prie. Oups, j'ai coupé. Non, non, c'est très bien. J'avais fini, pour ainsi dire. Oui. Entendu. Nous allons donc passer, avant de passer aux questions-réponses, nous allons voir donc comment rejoindre l'expérimentation. Le processus d'inscription est vraiment très simple. Nicolas, comment procède-t-on? Vous avez l'adresse là qui s'affiche sur votre écran, donc reva.beta.gouv.fr, donc qui est effectivement une interface assez simple. Hein, Chantal rappelait rapidement les étapes. La première étant qu'effectivement le candidat doit savoir un peu quand même se positionner sur un diplôme. Bon, sachant que quand il cliquera sur le diplôme choisi, il y a un rappel quand même du cadre d'intervention visé par le diplôme, des blocs de compétences ou domaines de compétences qui peuvent y être validés. Mais une fois qu'effectivement il a choisi sa certification, il s'y inscrit, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, donc simplement prénom, nom, téléphone, email, pour qu'il puisse effectivement être recontacté rapidement par l'architecte de parcours. Mais c'est vrai que la première inscription est assez simple et assez rapide à faire. Le seul point est effectivement d'avoir quand même un ordre d'idée sur la certification visée. Et sur le site internet, sur le portail, on retrouvera, Nicolas, je crois, le détail de toutes les certifications proposées. Tout à fait. Il y a toutes les certifications visées, avec la petite attention à avoir quand même, hein, je le notais tout à l'heure, c'est que toutes les certifications ne sont pas ouvertes dans toutes les régions. Et donc, quand on va sur un des diplômes visés, une des premières rubriques est de bien spécifier les régions qui sont concernées par le titre. Alors, vous retrouverez en partie ces informations sur le support de présentation. De souvenir, ce sont les certifications qui sont grisées, qui ne sont pas présentes sur le périmètre des Hauts-de-France. Voilà, merci Nicolas. Nous allons donc passer au dernier temps de cette rencontre, donc celui dédié aux questions-réponses. Nous vous invitons donc à poser vos questions dans la partie réservée à cet effet, en bas à droite de votre écran. Quelques-unes ont déjà été posées au cours du webinaire, on va les passer en revue. Alors, Marie nous demande qui est l'architecte de parcours, quelles sont les structures retenues. Bien, on complétera, mais tout dépend finalement de la certification, puisque selon le certificateur, ce ne sont pas les mêmes architectes de parcours qui ont été ciblés. Hein. Comme on l'indiquait, c'est effectivement les architectes de parcours ont répondu à un appel d'offres. Pour citer les certifications que je connais mieux, donc sur AES, TISF et le CAFERUIS, on en a 2 sur la région qui sont l'APRADIS et le cabinet compétences et conseils. Mais selon les titres, ce ne sont pas les mêmes architectes de parcours. Et à noter rapidement, c'est vrai que là, pour le coup, pour les certifications qui me concernent moi, en tout cas, l'architecte de parcours et l'accompagnateur sont la même structure. En ce qui concerne les titres professionnels, donc c'est l'AFPA qui est architecte de parcours. Donc sur les 3 qu'a présenté Chantal tout à l'heure. Oui, et en complément, je peux ajouter, Christine, que nous sommes aussi accompagnateurs et avec aussi le cabinet des 2 rives. Donc le candidat, voilà, le candidat choisit son accompagnateur. Et pour le ministère de l'Éducation nationale, sur le bac pro et le CAP-AEPE, nous sommes architectes de parcours, accompagnateurs, aux côtés de APRADIS et compétences et conseils en tant qu'accompagnateurs. Merci Béatrice. Alice pose la question suivante. Est-ce que l'architecte de parcours peut ajuster la demande de certification en proposant une certification plus accessible aux candidats ou faut-il renouveler une nouvelle demande ? Je peux peut-être commencer. Effectivement, l'idée, c'est que la personne, comme l'a expliqué Nicolas, doit, quand elle s'inscrit, déjà choisir un diplôme. Et c'est vrai que
c'est peut-être pas forcément évident tout de suite. Donc l'idée, c'est que elle se positionne sur un diplôme, mais effectivement, le rôle de l'architecte de parcours et la première des choses qu'il vérifie, c'est si le diplôme, le titre visé et correspond bien aux compétences de la personne et si effectivement la démarche de VAE est la bonne démarche. Donc oui, le rôle de l'architecte de parcours, c'est bien de valider la démarche de VAE, de valider le diplôme, le titre visé, voire de réorienter s'il y a besoin d'une réorientation. Et donc la demande, parce que la deuxième partie de question, c'était est-ce qu'il faut faire une nouvelle demande? Effectivement, la demande, comme je crois qu'on l'a bien expliqué sur beta.gouv, il y a juste 4 éléments à rentrer. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très chronophage normalement. Pour le changement en complément sur la certification visée, si donc le candidat est réorienté par l'architecte de parcours, dans ces cas-là, il déposera une nouvelle demande sur un autre diplôme. Et sa première candidature sera abandonnée, tout simplement. Merci à vous. Alors, on nous demande, le rendez-vous avec l'architecte de parcours peut-il se faire en présentiel et ou en distanciel? Toutes les modalités sont envisageables, bien sûr, en fonction de la disponibilité, de la distance et autres, bien sûr. Très bien. Bonjour, une question de Jessie. Cette expérimentation peut-elle être ouverte à des moniteurs d'atelier en ESAT? Ça fait rare, non, il y a pas la. Enfin voilà, j'avais vu passer rapidement la question tout à l'heure. Effectivement, il y a dans les titres, il n'y a pas celui de moniteur d'atelier. Et a priori, il n'y a pas de certification qui s'en rapproche chez les autres certifiés. Non. Une question de Aziz. Travaillez-vous sur des logiciels de type Keros pour télétransmettre le plan d'accompagnement aux acteurs d'insertion comme Pôle emploi pour la prise en charge de la rémunération et des frais annexes? Je vais répondre. Donc, c'est Mina. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour les demandeurs d'emploi, donc il n'y a pas, enfin, pour la rémunération, donc ça se fait en back-office, aucun lien avec Keros. La personne ne vient pas à son Pôle emploi. Keros, c'est vrai, intervient pour tout ce qui est demande de financement de formation, les demandes de financement de formation pour tout ce qui est actes formatifs, actes complémentaires, enfin les formations complémentaires ne passent absolument pas par Pôle emploi puisque c'est bien l'architecte, ça sera validé par l'architecte de parcours et ça sera l'architecte de parcours qui fera le nécessaire pour une demande de financement et ce ne sera pas Pôle emploi qui prendra en charge les frais des actes formatifs. Donc, il n'y aura pas du tout d'utilisation de Keros. Et le demandeur d'emploi qui vient vous voir, qui vient voir son conseiller Pôle emploi pour une prise en charge de formation dans le cadre de l'Expereva, ne pourra pas la traiter puisque c'est l'architecte de parcours. Tout à l'heure, Chantal le précisait, ça a été reprécisé également par Béatrice, par d'autres intervenants. Donc, le demandeur d'emploi ne viendra pas nous voir, il n'y aura pas aucune saisie d'un organisme, enfin d'un accompagnateur ou de l'architecte de parcours sur Keros. Merci. Une question de Christine, j'imagine spécifique au statut des demandeurs d'emploi. La question est la suivante. Le demandeur d'emploi passe-t-il en catégorie 4 AIS? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il est bien statut, une fois qu'il démarre son accompagnement, donc il bénéficiera du statut de stagiaire de la formation continue et donc sera en AREF s'il avait de l'ARE au moment du démarrage et passera ensuite au RFPE
donc la rémunération de formation de Pôle emploi. Pour les demandeurs, comme ça, je vais en profiter pour repréciser quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure quand je parlais de la rémunération des demandeurs d'emploi. Un demandeur d'emploi qui a de la RE avant donc de commencer son accompagnement, mais son ARE et donc l'AREF ne couvre pas toute la période de l'accompagnement, ne bénéficiera pas de RFF, donc de la rémunération de fin de formation, mais par contre bénéficiera à l'issue de son AREF de la rémunération de fin de la rémunération de formation de Pôle emploi, comme pour ceux qui n'ont aucune rémunération au démarrage de leur accompagnement. J'espère que c'est clair. Voilà. Merci Mina. Une question de Claire. Un candidat qui valide partiellement sera-t-il financé pour des actes de formation complémentaires s'il s'agit d'une recommandation du jury? Alors, dans le cadre de l'expérimentation, compléteront les collègues, mais s'ils le souhaitent. Donc, concernant donc les demandeurs d'emploi, une fois que le jury est passé, en cas de validation partielle et avec préconisation du jury d'une formation, d'une formation complémentaire, la personne, si elle a toujours le statut de demandeur d'emploi, pourra, bien évidemment, au même titre que n'importe quel demandeur d'emploi hors parcours Expereva, pourra bien évidemment venir nous voir pour faire sa demande de prise en charge de formation complémentaire. Ce qui ne sera pas possible pendant l'Expereva. Pour les Très bien, demandeurs on va revenir sur un point abordé en milieu de présentation. On revient sur les conditions de prise en charge. Donc, la question est de Pascal est la suivante, notamment je pense elle concerne les actes formatifs. Je n'ai pas bien compris si un candidat d'un niveau supérieur au bac pourra bénéficier de la prise en charge des actes formatifs. Alors, public. Est-ce qu'un candidat d'un niveau supérieur au bac pourra bénéficier de la prise en charge des actes formatifs? Alors, un demandeur d'emploi qui a un niveau supérieur au bac, mais qui est à la fois dans la catégorie publique spécifique, RQTH, DELD plus de 1 an, ASS, enfin les minima sociaux, ASS, RSA, bénéficiera de la prise en charge des actes formatifs au même titre donc que ceux qui ont un niveau, qui ont un diplôme ou en dessous. Inférieur ou égal au bac. Voilà. Voilà. Merci Sébastien. Non, mais le sujet est pas simple et ça va mieux en se répétant. Ouais. Merci. Si un candidat n'est pas appelé par l'architecte de parcours, quelle démarche peut-il faire? Alors, c'est normalement pas possible. Je parle sous le contrôle de mes collègues, mais effectivement, il faut savoir que le fait qu'on ait justement une plateforme unique d'inscription, il y a un outil derrière qui permet de suivre en fait la totalité des candidats, et il y a un pilotage régional qui se fait. Donc, les personnes qui sont ici présentes, là, vous avez Chantal, Béatrice, qui ont un œil sur la plateforme, sur les inscriptions au fur et à mesure. Donc, effectivement, nos certificateurs là, et nos collègues ont un œil sur les candidats et sur justement les contacts qui peuvent être faits par les architectes de parcours pour bien suivre ces nouvelles inscriptions. Donc, compléter les collègues, oui. Ou cas exceptionnel, le numéro n'est pas le bon ou n'existe plus entre le moment où ou pas le bon mail, ce qui pourrait arriver. Et à ce moment-là, peut arriver, effectivement. Là, il ne faut pas hésiter à se réinscrire de ce fait, avec les bonnes coordonnées. On a tous été surpris par la question parce que ce n'est pas envisageable pour l'expérimentation, parce que l'idée, c'est quand même de tester. Alors, c'est d'être au plus près des 48 heures pour être dans la dynamique avec Chantal au niveau des rituels.
c'est vrai que l'équipe de Reva nous réunit régulièrement pour apprécier, on va dire, notre approche, voir si au niveau des candidats, il y a des choses particulières ou comme le disait Christine au démarrage, pour faire évoluer les pratiques et les outils. Et bon, je pense qu'on a tous à cœur de répondre dans les délais. Là, on était sur 52 heures au niveau de la réponse, Chantal, par rapport à l'expérimentation. Hein. L'objectif, c'est de répondre dans les 48 heures, mais là, ils nous ont affiché 52 heures et on est à plus de, je sais pas, 1100 ou 1200 personnes au national qui sont inscrites dans les parcours et pour 800 personnes engagées. Ça veut dire que par rapport à la première expérimentation, on est passé vraiment sur un volume conséquent et on a multiplié. Alors moi, j'étais pas sur la première expé Reva 1, mais là, mes collègues parlaient de 150 personnes. On va arriver à une multiplication par 10. Ça fait que n'est pas du tout dans la même dimension. Ça veut dire que le back-office, je pense qu'il n'existait peut-être pas au départ, mais là, on est sur un outil qui est partagé au national avec l'équipe Reva. Ça veut dire que c'est suivi de près et de toute façon, si on ne répondait pas dans les temps, on a nos collègues qui nous rappellerait à l'ordre, je pense. Oui, hein, on consulte régulièrement. Oui. Hein, moi, au quotidien, on consulte, on a accès tout simplement aux candidatures qui nous sont adressées. Donc, je ne vois pas comment on peut passer à côté. Hein. Oui. Ce serait surprenant. C'est vraiment, vous êtes vraiment réactif. Tout à fait. On a un cas particulier de Valérie, une personne qui s'est juste inscrite à une VAE classique, mais qui n'a pas débarré le parcours. Peut-elle s'inscrire à Reva, sachant qu'elle répond aux critères et stopper le premier accompagnement VAE? Donc, ce serait une candidate qui a déjà entrepris une démarche pour suivre un parcours de VAE classique. Valérie s'interroge, est-ce qu'elle peut interrompre son parcours classique de VAE pour rejoindre Reva? Alors, selon les consignes hein, de mémoire, et Béatrice, tu me diras. Oui, j'étais dans la même dimension, oui, vas-y. Voilà, de mémoire, donc, à partir du moment où la candidate a reçu sa notification de recevabilité, il faut qu'elle dépose une nouvelle candidature sur Reva et qu'elle joigne donc son document de recevabilité. Un dossier complet est à faire par l'architecte de parcours. Donc ça, c'est possible pour la personne qui n'a pas commencé l'accompagnement. Par contre, si elle a commencé l'accompagnement, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle poursuive dans la voie VAE classique. C'est les consignes qui nous sont données par Reva directement. Très bien. Une question de Pierre. Est-ce que d'autres domaines d'activité ou certification pourraient-elles être éligibles à cette expérimentation? A priori, dans l'immédiat, vu de s'étendre, hein, là, il y a aides-soignants et auxiliaires de PR qui viennent de rentrer donc, sur Normandie et Centre-Val de Loire. Mais je crois que c'était celle qui était un peu en retard et enfin, qui avait été prévue normalement au démarrage. Mais bon, en tout cas, sauf erreur, c'est pas prévu qu'il y ait pour l'instant, en tout cas, d'autres certifications engagées. Après, il faudra voir. Encore une fois, il y a eu un travail réglementaire actuellement et la VAE qui est en cours de réforme, on va dire. Voir aussi à la suite de cette expérimentation quelles suites seront données à ce modèle-là. Mais dans la configuration actuelle, on reste. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a peu de chance, effectivement, puisqu'en plus, comme on le disait tout à l'heure, les architectes de parcours et les accompagnateurs ont été choisis sur des appels d'offres. Donc, voilà, c'est quand même des choses assez normées. Donc, il y a assez peu de chance. Et c'est vrai que sur la première expérimentation, on n'avait pas ouvert à d'autres diplômes. Il y a quand même des choses qui sont assez figées malgré tout, ce qui permet quand même de pas partir dans tous les sens. Et juste pour rappel, l'expérimentation, elle s'arrête. Les entrants, en tout cas les derniers entrants, c'est fin juin. C'est ça. Voilà. Donc les évolutions auront lieu dans l'année. Merci. Un cas un peu particulier de Marie. Marie a reçu dernièrement un demandeur d'emploi qui lui faisait part de son expérience personnelle auprès de sa fille en situation de handicap. Elle avait entendu parler de cette expérimentation. Pouvez-vous me dire si cette personne donc, qui s'est occupée de sa fille en situation de handicap pourrait éventuellement valoriser cette expérience et rejoindre Reva? Alors, je
veux bien faire une réponse à plusieurs voix, hein, donc les collègues compléteront. Moi, pour les certifications que je connais le mieux, alors c'est vrai que c'était un des objectifs affichés à Dreva, c'était, comme on disait sur les métiers du CARE, c'était de l'ouvrir aux aidants familiaux. Après, je pense qu'il y a, enfin voilà, ce sera aussi à l'architecte de parcours à voir avec le candidat l'expérience vécue. Est-ce qu'il y a eu aussi enfin voilà, est-ce qu'il y avait un parcours à côté de formation, est-ce qu'il y avait des choses qu'il faut quand même que le candidat soit pas non plus en difficulté à la sortie et devant le certificateur. Donc ce sera vraiment, c'est ouvert aux aidants familiaux. L'expérience sera reconnue, mais selon le diplôme qui sera visé, il y aura quand même effectivement l'étape de faisabilité qui sera importante avec l'architecte de parcours et le diagnostic qui sera posé à ce moment-là. Donc c'est ouvert, mais voilà, c'est à prendre effectivement. La situation est à prendre dans son ensemble. On est vraiment sur du cas par cas, hein, dans l'expérimentation. L'expérimentation permet d'expérimenter, mais il faut quand même rester dans un cadre de cas peut-être particulier. Alors c'est, comme le disait Nicolas, c'est l'architecte de parcours qui va envisager le parcours en fonction de l'expérience du candidat. Je pense qu'il faut rester prudent, mais on a la possibilité d'expérimenter. Alors effectivement, pourquoi pas, mais... Et puis ce que je dirais, hein, c'est qu'on fait aussi, en tout cas sur les diplômes que je connais mieux, on est aussi sur des diplômes en bloc de compétences et ce sera à voir aussi effectivement selon l'expérience quel bloc, voilà, si on peut viser tout de suite le diplôme dans son entièreté ou si effectivement on peut viser tel ou tel bloc de compétences avec éventuellement un parcours de formation derrière à envisager. Mais voilà, vraiment le cas par cas, c'est un peu le mot d'ordre oui, je pour pense, ces situations un peu particulières. Pour dissiper un doute, Lucie demande, est-ce que toutes les VAE devront passer par l'expérimentation REVA? Quel rôle pour les centres de formation qui font de la VAE actuellement avec les structures d'aide à domicile? Donc, on rappelle bien qu'il s'agit d'une expérimentation et que l'ancien système, l'ancien parcours de VAE, l'actuel, lui, perdure. Oui, tout à fait. Alors, du coup, voilà. je réponds aussi à une autre question que j'ai vue parce que je sais qu'à SAP, on a créé un peu un peu de la frustration à ne pas l'avoir dans les Hauts-de-France. Donc, on continue en tout cas à avoir la VAE entre guillemets classique et nous, en tout cas, en tant que certificateur, je pense que c'est pareil pour mes collègues. On continue à faire nos sessions de VAE classique tout au long de l'année. Et du coup, voilà, notamment pour les ASAP qui se préparent en Hauts-de-France, bah voilà, là pour l'instant, ils peuvent continuer à aller sur une VAE classique. Mais voilà, le dispositif est maintenu en l'état et voilà, il y a cette expérimentation qui vient se rajouter à nos organisations. Mais en tout cas, le classique est maintenu. Merci Nicolas. Abdallah nous fait part d'une personne qui a une longue expérience en qualité d'aidant familial, mais qui est en situation d'illettrisme. Peut-elle prétendre participer à cette expérimentation? Le cas est intéressant, hein, parce qu'on évoque éventuellement les formations complémentaires, on évoque... Sur la partie aidant familiaux, on y a déjà un petit peu répondu, donc la réponse est la même. Sur la partie, enfin voilà, sur l'illettrisme, on va pas se cacher que ça peut être une difficulté sur les métiers. Enfin moi je pense notamment à accompagnant éducatif et social, où le rôle des transmissions est quand même important dans l'activité quotidienne des accompagnants. Et effectivement, ça peut représenter une réelle difficulté. Alors, voilà, est-ce que la porte est complètement fermée? Je ne dirais pas. En tout cas, je pense qu'effectivement, il y a, encore une fois, sur la logique du cas par cas et de voir l'accompagnement qui est possible à mettre en œuvre, avec peut-être certains blocs de compétences qui pourraient être visés. Mais on est sur un délai très court quand même d'accompagnement du candidat. On est sur avoir 6 le diplôme mois, ouais. des transmissions. Ouais. Merci. On fait un pas de côté. Isabelle nous demande, et pour toutes les certifications autres que celles visées par REVA, qu'est-ce qui peut être proposé en termes d'accompagnement? Donc, je pense qu'elle fait référence à un accompagnement d'un parcours classique de VAE. Qu'est-ce qui peut être proposé à un candidat? C'est la prestation habituelle. Je dirais qu'on ne change pas de
comment je vais dire, d'accompagnement. Là, dans l'expérimentation, on est sur ce délai court, simplifié, entrée, un architecte de parcours. Dans l'accompagnement habituel des candidats, la personne se rapproche du certificateur pour obtenir sa recevabilité et fait appel à l'accompagnement d'un prestataire. Alors, à moins que je ne comprenne pas bien la question, mais pour moi, rien ne change par rapport à ce que l'on proposait précédemment. Là, on est sur des métiers spécifiques, des certifications spécifiques pour justement nous permettre tous ensemble d'améliorer le système. On teste en grandeur nature par rapport à ce domaine d'activité, mais sur les autres filières et autres domaines d'activité, pour moi, rien n'est acté. Ça sera acté au 1er janvier 2024. Oui. Peut-être compléter et renvoyer les participants vers un dossier sur la VAE qui a été mis en ligne sur le site du C2RP, justement, avec un dossier assez complet où on a essayé d'être assez exhaustif sur sur tous les éléments, les questions qui pouvaient se poser. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si Sébastien, tu peux peut-être mettre le lien dans le chat ou si on le rajoute vous verrez sur le diaporama. Vous le trouverez en fin de présentation. Vous avez fait un lien vers le dossier et ce dossier va s'enrichir dans les jours à venir d'un chapitre spécifiquement dédié à l'accompagnement et au financement. Donc, vous pourrez là encore trouver de l'information. Susan nous demande, à ce jour sur le territoire, donc j'imagine des Hauts-de-France, combien de candidats sont-ils engagés dans REVA? Je n'ai pas regardé ce matin, mais on était à 150, 170, Chantal, au total? Je ne peux pas dire. Je n'ai pas consulté non plus ce matin parce qu'en fin de compte, il faut considérer tous les certificateurs. Non, je n'ai pas regardé. Ouais, je dirais à peu près 150 pour moi, de mémoire, la semaine dernière. Ouais. Très bien. Donc, il y a encore de la place. Oui, il y a encore de la place. Il y a encore de la place, parce qu'il y a encore de la place. On va prendre encore une dernière question avant de se quitter. C'est encore une question assez spécifique. Hein. Donc, est-ce qu'un candidat sans ARE, sans minima social, avec un niveau supérieur au bac, percevra-t-il la RFPE? Point d'interrogation, une question de Bernadette. Un demandeur d'emploi donc un demandeur d'emploi, donc par essence, il est inscrit à Pôle emploi, qui n'a ni ARE au moment où il intègre l'expérimentation, il démarre donc son accompagnement, qui ne bénéficie pas de minima sociaux, bénéficiera d'une RFPE, d'une rémunération de formation de Pôle emploi. En fait, là, c'est vraiment une spécificité. C'est que vous devez savoir, RFPE, il y a à taux plein, en sachant que la formation, elle dure, enfin, l'accompagnement, c'est entre 6 et 8 mois. Ça ne sera pas du temps complet. Mais la RFPE sera versée à taux plein. On considérera que la personne allait allier à temps plein, enfin aller en tout cas au-delà des 30 heures. Donc, ça sera la RFPE à taux plein. Ce que vous devez savoir, c'est que toutes les personnes intégrant REVA auront une rémunération, que ça soit de l'ARE, que ça soit de la RFPE, et auront donc le statut de stagiaire de la formation continue. Donc, au niveau des collègues de Pôle emploi ou partenaires qui suivraient, donc des demandeurs d'emploi, qui orienteraient ou donneraient l'information à des demandeurs d'emploi, tout se fait en back-office. Nous avons la liste des candidats demandeurs d'emploi et le dossier sera fait par nos services internes, par les plateformes, pour pouvoir saisir l'AIS et l'AES, enfin l'attestation d'entrée en stage, etc. Donc le demandeur d'emploi vraiment n'a rien à faire, puisqu'on a la liste de tous les demandeurs d'emploi qui intègrent l'expert REVA
et on a une remontée toutes les semaines et nous faisons le nécessaire. Enfin, en tout cas, la plateforme, le service plateforme fait le nécessaire pour constituer le dossier de rémunération des demandeurs d'emploi. Très bien, merci Mina. Un grand merci à tous pour ces éléments et ces réponses. Chantal, je vous en prie. Oui, je viens juste de regarder, donc à 15h09, nous sommes à 147 candidats pour les Hauts-de-France. Tout à fait honorable. Merci Chantal. Eh bien, je vous remercie. Pour aller plus loin, et comme Christine l'a indiqué, donc, le CDERP a publié un dossier entièrement dédié à la VAE. Vous retrouvez détaillé et accessible à tous les publics pouvant entreprendre une VAE, mais également chaque étape du dispositif, de la phase d'information des candidats à la notification du jury. Vous trouverez également la liste des certifications accessibles par la VAE, mais également les coordonnées des certificateurs en région, ainsi que l'ensemble des replays dédiés à la VAE. Comme indiqué, donc, un nouveau chapitre sera très prochainement intégré. Il détaillera l'ensemble des financements mobilisables en matière de VAE par typologie de public, donc pour les personnes demandeurs d'emploi ou en activité. Et avant de vous quitter, toujours sur la thématique de l'expérimentation REVA, les parties prenantes à REVA organisent le 6 février prochain un webinaire à destination, cette fois-ci, des candidats. C'est cela, Christine ? Oui, tout à fait. Donc, le 6 février prochain, donc on se retrouve dans une semaine, effectivement, avec la possibilité de donner l'inscription, la possibilité donc de s'inscrire aux personnes qui souhaiteraient avoir des informations, donc aux personnes que vous accompagnez et qui pourraient être intéressées, qui pourraient rentrer dans cette expérimentation. Donc, n'hésitez pas à diffuser l'information auprès des personnes que vous accompagnez. C'est le 6 février, à quelle heure? Je ne sais plus. C'est 14h ou 14h30. 14h30, 15h30. 14h30. Donc, au niveau de Pôle emploi. Vous trouverez le lien d'inscription sur le support. Et au niveau, juste pour compléter, au niveau de Pôle emploi des Hauts-de-France, nous avons fait un envoi à des demandeurs d'emploi qui pourraient, enfin, qui selon, en tout cas, leur dossier, pourraient peut-être prétendre à la VAE dans le cadre de cette expérimentation et sur les certifications que nous avons citées tout à l'heure. Donc voilà, pour pouvoir les informer donc de ce webinaire spécifique et puis pour qu'ils puissent également, avec le lien d'inscription, nous allons également le communiquer au réseau pour qu'ils puissent en faire une communication, donc, comme tu le disais Christine, auprès des demandeurs d'emploi. Mais ce n'est pas exclusivement réservé aux demandeurs d'emploi. Non, effectivement. Ils peuvent être salariés ou ils peuvent être salariés et demandeurs d'emploi. Toutes les catégories sont... Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Je vais dire un très grand merci à nos intervenants, donc Madame Chantal Dekerle, Madame Mina Abki, Madame Christine Mayor, Madame Béatrice Roland et à Monsieur Nicolas Seinen. Un grand merci pour votre présence et les éclairages précieux que vous nous avez apportés. Et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Merci. Bonne journée à tous. Merci, merci Sébastien. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.